De quelle façon se fabrique une raquette de tennis? Quelle matière choisit-on et quel est le nombre d'opérations nécessaires pour parvenir à un produit fini? Autant de questions auxquelles nous allons maintenant répondre. Nous sommes à Couvain, en Belgique, dans les locaux de l'usine Donnet, qui fabrique 2 millions de raquettes par an. Passons maintenant aux différentes étapes de fabrication d'une raquette de tennis en bois. À cet égard, il est important de préciser qu'en France, le marché est couvert à 90% par les raquettes en bois. Tout d'abord, les grumes de frêne à porter sont débitées en plateau. Le travail du personnel intervient en ce qui concerne le choix du bois, car tout ce qui se trouve près du cœur et de l'écorce n'est pas utilisable pour la fabrication du cadre de la raquette de tennis. Ces plateaux que l'on a humidifiés auparavant sont ensuite placés contre une grande roue pesant environ 5 tonnes. Cette roue, en fait un grand couteau, va les transformer en lattes de bois. Et c'est en assemblant ces différentes lattes que nous obtiendrons des cadres de raquettes. Bien entendu, vous l'avez remarqué, les lattes sont déjà sélectionnées. Le boomerang puis le cœur sont mis en forme. À noter que ces deux parties du cadre sont striées afin d'obtenir une surface de collage supérieure. Maintenant, nous commençons l'assemblage des différentes parties du cadre. Le boomerang et le cœur sont collés manuellement. Puis nous passons à une opération de séchage, les lattes de bois étant restées humides. Par la suite, assemblage des différentes lattes de bois qui vont composer un cadre de raquette, collage suivant tel ou tel modèle. Il y a environ 7 ou 8 lattes de bois, de fibres synthétiques ou de fibres de verre. Les lattes bleues que vous apercevez sont de la fibre synthétique, en fait du bois compacté qui, il faut le préciser, n'a rien à voir avec la fibre de verre. Cet assemblage est posé dans une sorte de moule et l'on passe à la mise en place du coin, du cœur, puis du boomerang. L'électrode dans laquelle on a mis le tout est refermée pour le collage.
Mais revoyons cette opération. Mise en place du coin, du cœur, du boomerang déjà assemblé, fermeture de l'électrode. Le collage s'effectuera sur 1 minute 30 à une tension de 10 000 volts. Revoyons à vitesse accélérée ces premières phases de fabrication du cadre. Les grumes de frêne ont été débitées en lattes de bois. Puis le cœur, le coin et le boomerang ont été mis en forme et assemblés. Enfin, l'assemblage est collé à haute tension. Le bloc est ensuite débité suivant le sommet ou le bas de gamme. Ainsi, avec un bloc, on peut obtenir 2 ou 3 raquettes plus 2 chutes. Dans le cas présent, nous obtenons 3 raquettes. Précision importante, pour le sommet de gamme, il y aura 2 raquettes et 2 chutes. Pour le bas de gamme, 3 raquettes et 2 chutes. Par la suite, perçage des trous d'un cadre avec contrôle auparavant du collage. L'ouvrier appuie sur le niveau du cœur afin de vérifier si le cœur et le boomerang tiennent bien ensemble. Puis, une opération de fraisage fait des encoches pour arrondir les trous. Passons maintenant à la mise en forme de la poignée. Elle s'effectue automatiquement à l'aide d'une machine qui sort la grosseur programmée. Numéro 2, numéro 3, 4 ou 5, suivant la demande. On commence par un ponçage intérieur qui sera suivi par de nombreuses autres opérations de ponçage à plat. Au total, il y aura 9 opérations de ponçage. À noter que la pose des fibres synthétiques a, elle aussi, été effectuée avant les opérations de ponçage. Puis, la poignée est mise en place, poncée et mise en forme.
Nous arrivons maintenant aux différentes chaînes. Chaîne de peinture tout d'abord. Les cadres sont amenés dans une chambre à haute tension, la peinture posée sur un disque est vaporisée dans l'air. Attirée par l'humidité contenue dans le bois, cette peinture ou ce vernis ne viennent se déposer que sur le cadre et en aucun cas contre les parois de la chambre. Puis viennent les opérations de sérigraphie. Auparavant, elles se faisaient par décalcomanie, mais aujourd'hui, le procédé a été amélioré. Bien entendu, une opération est effectuée pour chaque couleur. Maintenant, pose du grip, là encore, d'une façon entièrement automatique. Enfin, pour que le cadre devienne raquette de tennis, reste le cordage. Deux manières de corder sont employées. Ici, pour le nylon, de façon manuelle. La tension est toujours d'environ 15 ou 16 kg. Et en ce qui concerne les boyaux naturels, le cordage s'effectue à l'aide d'une machine qui donnera exactement la tension désirée. Peinture, vernissage, sérigraphie, pose du grip et cordage achèveront la fabrication de la raquette. Une raquette à laquelle on ajoutera bien entendu la housse. Au total, entre 64 et 74 opérations suivant le haut ou le bas de gamme auront été nécessaires pour parvenir à un produit fini. Cette main est une main célèbre. L'avez-vous déjà identifiée ? Sans aucun doute, car il s'agit de celle du champion suédois Björn Borg, signant un contrat avec la maison Donnay. Quel meilleur moyen de promotion pour les raquettes Donnay que d'avoir pour vitrine de prestige le champion du monde de tennis. C'est sans doute à cela que songeait le président-directeur général, M. André Donnay, au mois de novembre dernier. Cela dit, ne perdons pas de vue que c'est essentiellement grâce à la qualité de ses produits, la confiance de Borg est là pour en témoigner, que la maison Donnay est devenue la plus grande fabrique au monde de raquettes de tennis. Du visage de la star, quelques instantanés souvenirs pour 11 années de tennis au sommet durant lesquelles le look du champion a pour le moins évolué. Aujourd'hui, la star est restée star, mais on la sent plus décontractée. Borg a brisé la glace qui avait fait son image. Aujourd'hui, l'image du champion est celle de la décontraction. Quant au grand public, lui, il n'a rien oublié. Qu'est-ce qui fait son charme à Borg? Il y a quelque chose, non Sa technique, son sérieux. Voilà. Vous êtes sensible aussi au côté physique du personnage? Non, pas spécialement. Non. C'est son tennis? C'est son tennis qui m'intéresse, oui. Son tennis qui vous intéresse? Oui. Ok, ça vous a fait une grosse impression de le voir aujourd'hui?
Ben, je ne vois pas beaucoup, je veux dire, hein, parce qu'il faut fort entourer. C'est juste venu pour le voir, en effet. Et en naturel, il est mieux qu'à la télé? Exactement, c'est la même chose. C'est la Les même chose. posters, la télévision, la réalité, c'est la même chose. Donc c'est pas décevant. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai accompagné mon fils, Et qui est un admirateur. un admirateur, qui fait du tennis. Qui fait du tennis, il a une préférence particulière pour Borg ou bien... Non, Borg, je crois que c'est une chose qui l'a marqué. Ah ouais. Et vous, vous êtes venu pour l'accompagner simplement? C'est ça. Ouais. Et comment vous trouvez Borg? Exactement comme je l'imaginais. Pas décevant. Je me dis qu'il non. Je me dis qu'il doit pas avoir une vie drôle. C'est un très bon tennisman, j'admire les hommes courageux. Je pratique moi-même le tennis et j'ai trouvé que c'était un joueur exemplaire et il m'a fait vivre de grands moments de tennis. Comme le grand public, l'histoire n'oubliera pas de sitôt ce phénomène aujourd'hui très accaparé par les relations publiques qu'il mène dans le monde entier, tâche dont il s'acquitte avec beaucoup de complaisance, vous le remarquerez. Pour l'entourer sur cette photo de groupe, la voici, quelques espoirs du tennis belge inscrits au tennis études de Géronsard, près de Namur. C'est important pour toi d'avoir vu Borg dans... Mais ça me motive. Oui? Oui, quand même. Quand on le voit arriver comme ça, tout le monde se précipite sur lui, une vedette. Ça t'intéresserait d'être un jour une vedette aussi? C'est pour ça que tu fais le tennis? Ah oui, C'est pour être une vedette? oui. Oui. Et pour le plaisir du sport, c'est secondaire? Ah oui aussi, hein. C'est gay quand même. Tu fais aussi le tennis pour devenir une vedette? Oui, Oui. D'abord pour ça? oui, Ouais. un peu pour le plaisir aussi. Tu fais le tennis pourquoi, toi? Pour ton plaisir, pour être un jour une star, pour gagner beaucoup d'argent? Gagner beaucoup d'argent. C'est ça qui compte. Ouais. Enfin, pour en faire mon métier. À ton avis, Borg, il a gagné combien d'argent dans sa carrière? Quelques milliards. Quelques milliards, ouais. Quelques millions te suffirait déjà, toi, à ton niveau. Édifiant, non, ce que pensent ces jeunes enfants déjà très marqués par le star system. Borg, il est vrai, avait réussi à accumuler beaucoup de qualités qui ont aidé à la prospérité de donner le fabricant belge de raquettes. L'image de Borg restera, à mon avis, gravée dans l'histoire du tennis. Un Borg, il y en a eu un dans l'histoire du tennis, je crois qu'il n'y en aura pas deux. Ça reste vraiment l'image de ce sport qui a fortement évolué ces 10 dernières années. Chez Donnet, on s'est donc fait une raison. Il n'y aura plus de perles rares comme Björn Borg, qui a quitté la compétition un peu trop tôt sans doute pour le fabricant belge. Mais Björn Borg, et ça c'est une certitude, lui, n'a aucun regret. No, I never had the regrets. I had 11 wonderful years in tennis, and since my retirement, I'm perfectly happy what I'm doing. I'm very happy with my life, and I think if I should regret anything, then I probably would go back to tennis, but I'm very happy. Étape marquante dans la carrière du Suédois, la victoire en Coupe Davis de la Suède. Cela se passait en 75, l'adversaire était tchécoslovaque. Du deuxième succès suédois en Coupe Davis, il y a un mois, face aux États-Unis, Borg n'a vu que quelques images furtives. Il était à l'étranger. Il est conscient cependant d'avoir été l'étincelle qui a déclenché l'explosion du tennis suédois. Tennis fortement empreint de son jeu à lui. Swedish style, I think a lot of the players playing like me, I think, play a lot from the back court. But for instance, Edberg, he's probably the only one. He and Jared is probably the only one who's playing more aggressive tennis. But otherwise, if you see most of the Swedish players, you see that they're playing more for the back court, like my kind of style I play. McEnroe is the number one. He has won the Masters. Do you think he will be the number one for many years again? I think the way he's playing now, it's very impressive. He's playing with a lot of confidence, and he's one class by himself right now. And I think if he wants to continue and work as hard and wants to continue and play and put, a lot of sacrifices and really put all the effort in, I think he's going to be very, very difficult to beat in the future. Are you playing tennis again? Yeah. I'm still playing. I'm playing once in a while, but I'm not planning to make a comeback or anything. But I'm still trying to be in shape. I'm playing maybe a few exhibition once in a while. For instance, this year I might play 1 or 2 weeks of exhibition. But I still love the game, but in a different way.
Et une pause, une dernière, encore une, après quoi il sera temps de s'échapper. Well, if you should do this every day, then it will be very tiring. But I do it only like once in a while. It's not too often, so then, you know, doesn't really matter. And to go out and meet kids or play with the kids or, you know, do those things, I mean, I enjoy that sometimes. But I mean, I agree, if you should do this every day, then it will be very tiring. Une porte dérobée, Björn Borg s'en va, assailli une dernière fois par quelques jeunes fans. Vous l'avez embrassé là? 3 fois. 3 fois, pourquoi? À quoi est-ce qu'il correspond Borg pour vous? Ah ben un grand, je sais pas moi, un grand champion et puis il est beau. Hein. Ben voyons, voilà une au moins qui ose dire qu'elle n'est pas venue uniquement pour le tennis. À l'inverse de toutes les mamans qui accompagnaient leur fils ou leur fille. À Bercy, au Palais des Sports.